Bonjour, je m'appelle Isabella. J'ai 34 ans et, en un seul instant, ma propre sœur a détruit la seule chose qui comptait pour moi. Avant de vous raconter comment je leur ai fait ravaler leurs paroles et comment j'ai repris ma vie en main, je veux savoir qui est avec moi. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir qu'il y a de vraies personnes dehors, des gens avec du cœur, parce que ce que je vais vous raconter sur ma famille est difficile à croire, tant il y a eu de la froideur. Tout a commencé le jour de Thanksgiving. Vous savez, cette période de l'année où l'on est censé être reconnaissant, entouré d'amour et de chaleur familiale. Mais dans la maison des Castillo, l'amour a toujours eu un prix. Je suis arrivé tôt, comme toujours, avec ma petite Lucia dans les bras. Lucia a 7 ans et un sourire qui pourrait éclairer la nuit la plus sombre, mais son corps est fragile. Elle est née avec une maladie génétique rare qui touche ses muscles et son cœur. Pour moi, elle est mon miracle. Pour ma famille, pour eux, elle est un problème esthétique. J'ai garé ma vieille berline grise, un modèle 2005 avec la peinture écaillée et un pare-choc tenu par du fil de fer, juste à côté du Porsche Macan brillant de ma sœur Camilla. La différence entre les deux voitures était une blague cruelle que moi seul comprenais. J'ai sorti le fauteuil roulant de Lucia, arrangé ses petites couvertures et pris une grande respiration. J'avais besoin de courage. Entrer dans cette maison, c'était comme entrer dans une cage de lions affamés, sauf que ces lions portaient des vêtements de marque et buvaient du vin à $100 la bouteille. En entrant, l'odeur de dinde rôtie et d'épices chères remplissait l'air. Tout semblait parfait. Les lustres en cristal brillaient au plafond, des lustres qui consommaient énormément d'électricité, mais étrangement, cela ne les inquiétait jamais de payer. Ma mère, Elena, donnait des ordres au personnel de cuisine engagé juste pour la soirée. « Isabella, tu arrives en retard », dit ma mère sans me regarder, en ajustant son collier de perles. « Mais pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu as apporté des vêtements corrects pour la petite. Je ne veux pas qu'elle apparaisse sur Facebook avec ce vieux pull. C'est son pull préféré, maman. Il est doux et ne lui irrite pas la peau, répondis-je doucement en embrassant le front de Lucia. Personne ne s'est approché pour saluer ma fille. Pas un bisou, pas un « comment tu vas, mon amour ?» Mes parents, ma sœur Camilla, mon frère aîné Matteo, mes oncles, tout le monde passait sans la regarder, évitant le fauteuil roulant comme si c'était un meuble mal placé. Nous nous sommes assis à table. Nous étions 20 personnes. La vaisselle était en porcelaine fine, les verres en cristal de Bohême. Je me suis assise dans un coin, loin du centre, donnant à manger à Lucia sa purée spéciale avec une petite cuillère. J'essayais d'être invisible. J'essayais que Lucia ne fasse pas de bruit, mais le son de son respirateur portable, un bourdonnement doux et régulier, semblait déranger Camilla. Ma sœur, de 3 ans plus jeune que moi, était splendide. Elle portait une robe en soie rouge qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 3 mois. Elle s'était récemment refait les lèvres et se regardait sans arrêt dans la caméra frontale de son téléphone, se préparant à un direct. Soudain, Camilla frappa son verre avec une fourchette en argent. « Et ting-ting !»« Attention tout le monde », dit-elle avec cette voix sucrée qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Avant de trinquer, je veux dire que je suis très reconnaissante pour le succès de ma marque personnelle cette année. Mes abonnés ont atteint les 100 000. Tout le monde applaudit. Mon père, Ricardo, gonfla la poitrine de fierté. « C'est ma fille », dit-il. Une vraie Castillo. Réussi, belle. Puis Camilla baissa son téléphone et son regard se fixa sur moi, ou plutôt sur Lucia. Son ton devint acide. Je dois être honnête. J'ai beaucoup de mal à garder l'esthétique de mes stories quand il y a des éléments qui jurent autant. La salle à manger devint silencieuse. J'ai senti un nœud dans mon ventre. Je savais ce qui allait venir. Je l'ai toujours su. « De quoi parles-tu, ma chérie ?» demanda ma tante Rosa d'un air faussement innocent, avec un sourire cruel. « Je parle d'Isabella et de sa situation », dit Camilla en pointant ma fille avec son ongle parfaitement manucuré. « Regardez ça. Le bruit de la machine, le fauteuil roulant qui gêne les serveurs, les vêtements bon marché. Franchement, Isabella, ta fille malade ruine notre image familiale. » L'air quitta mes poumons. Je serrai la cuillère de Lucia si fort que mes jointures devinrent blanches. Je regardai autour de la table, cherchant un allié, quelqu'un qui dirait « Camilla, tais-toi, c'est une enfant. » Mais personne ne parla. Mon frère Matteo, ajustant la Rolex achetée à crédit mais portée comme s'il était un magnate, lâcha un petit rire nerveux et but une gorgée de vin. « Bon.
Camille n'a pas totalement tort, murmura-t-il. J'ai invité des partenaires du club de golf plus tard. C'est un peu déprimant de voir la petite comme ça. Je regardais mes parents. Papa, maman, vous n'allez rien dire? Elle vient d'insulter votre petite fille. Mon père s'essuya la bouche avec une serviette en lin brodé et me regarda avec cette déception froide que je subissais depuis toujours. Isabella, ne sois pas dramatique. Camilla dit juste ce que tout le monde pense. Nous sommes une famille respectable, avec des standards. Les gens parlent, tu sais. Au club, on me demande pourquoi tu n'as pas placé la petite dans un centre spécialisé. La placer? Murmurai-je, les larmes brûlant mes yeux. Lucia me regarda, effrayée par le ton, et se mit à pleurer doucement. C'est ma fille. Elle a 7 ans. Elle a besoin de moi. Il y a des établissements publics, intervint ma mère d'un ton pratique. Loin d'ici, très propre. Tu pourrais la laisser là-bas, te réintégrer dans la société, trouver un vrai travail au lieu de vivre dans cet appartement minable et de conduire cette épave. Tu nous fais honte, Isabella. Exactement, ajouta tante Rosa. Tu pourrais la voir le week-end. Ce serait mieux pour tout le monde. Nous ne pouvons pas permettre que le nom Castillo soit associé à la charité, trancha mon père en tapotant la table avec son doigt. Tes choix ont des conséquences. Tu as décidé de la voir seule. Tu as décidé d'être pauvre. Ne nous entraîne pas avec toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Seuls s'entendaient les sanglots de Lucia et le bourdonnement de sa machine. Je regardais ma fille, ses petites mains serrant mon doigt. Elle ne comprenait pas les mots exacts, mais elle comprenait le rejet. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. Mais ce n'était pas une faiblesse. C'était comme un barrage qui cédait, libérant une force que je ne savais pas avoir. La tristesse se transforma en colère froide et lucide. Je me levai lentement. Je ne criais pas. Je ne renversai pas la table. Je pris simplement un mouchoir, essuyai le visage de Lucia et commençai à rassembler ses affaires. « Tu pars ?» demanda Camilla en levant les yeux au ciel. « Oh, arrête de jouer la victime. On essaie de t'aider à voir la réalité. » « La réalité ?» répétai-je doucement. Ma voix était ferme, métallique. « Oui, vous avez raison. La réalité est importante. » Je pris Lucia dans mes bras. La machine pendait à mon épaule. Mon dos me faisait mal, mais je ne montrerai aucune faiblesse. Je marchai vers la porte. « Si tu sors par cette porte, n'espère pas qu'on te donne de la dinde, » cria Matteo, et tout le monde éclata de rire. 20 personnes riant d'une mère et de sa fille malade. Je m'arrêtai sur le seuil et me retournai une dernière fois. J'imprimai cette image dans ma mémoire, leur visage rougi par l'alcool, leurs bijoux brillants sous la lumière que je payais, leur arrogance, leur cruauté. « Bon appétit » dis-je. « Les profitez bien de votre image. » Je sortis dans la nuit froide. L'air glacé frappa mon visage, mais c'était comme une purification. Je installai Lucia sur son siège spécial à l'arrière de ma vieille voiture. « Maman, est-ce que mamie est fâchée ?» demanda Lucia de sa petite voix innocente. « Non, mon amour » dis-je en embrassant sa main. « Mamie et papy sont juste confus. Ne t'inquiète pas, on va aller dans un endroit meilleur. » Je m'assis au volant. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'adrénaline. Je sortis mon téléphone. J'ouvris l'application de ma banque. Pas la banque locale où j'avais un compte avec $100 pour faire illusion. J'ouvris celle de ma banque suisse, avec reconnaissance faciale et empreinte digitale. Le solde apparut. Un chiffre long, solide, rassurant. Je n'en restais pas là. J'allais dans la section des paiements programmés. Là était la liste. La liste de ma stupidité. La liste de mon amour non rendu. Oncologue privé d'Elena Castillo, maman, $3200, mensuel. Clinique cardiologique de Ricardo Castillo, papa, $800, trimestriel. Hypothèque du manoir Castillo, fiducie anonyme, $8900, mensuel. Location du Porsche Macan, bénéficiaire Camilla Castillo, $400, mensuel. Carte de crédit supplémentaire de Matteo Castillo, limite $5000. Médicaments de tante Rosa, $600. Pendant 4 ans, j'avais été leur marraine invisible. J'avais comblé chaque trou, chaque caprice, chaque urgence médicale,
les laissant croire que c'était de la chance ou de vieux investissements de papa. Mon doigt se posa sur annuler tout. Mon cœur battait fort. Si je faisais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. Leur monde s'écroulerait en quelques jours. Je regardais Lucia dans le rétroviseur. Elle jouait avec sa poupée, inconsciente du pouvoir que j'avais. Je me rappelais le dégoût sur le visage de mon père. Je me rappelais Camilla appelant ma fille un problème esthétique. C'est fini, murmurai-je. J'appuyai. Êtes-vous sûr de vouloir annuler toutes les autorisations de paiement? Confirmé. Traitement en cours. Autorisations annulées. Je ressentis un soulagement physique, comme si on m'avait retiré un sac de pierre de 100 kilos. J'ouvris le groupe WhatsApp familial. Ils envoyaient des photos de la dinde et des selfies souriants. J'écrivis. Au fait, je viens d'annuler tous les paiements médicaux de maman que je couvrais en secret, ainsi que les factures du cardiologue de papa. Et la location du Porsche. Puisque l'image familiale vous tient tant à cœur, il est temps de la financer avec votre propre argent. Bonne nuit. Je bloquai le téléphone, démarrai le moteur bruyant de ma vieille voiture et quittai l'allée, laissant derrière moi le manoir et ceux qui, 5 minutes plus tôt, étaient encore ma famille. Je conduisis sans destination pendant quelques minutes, voulant juste m'éloigner le plus possible de cette maison toxique. Mes mains serraient le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. L'adrénaline commençait à retomber et laissait place à une tristesse profonde, ancienne. « Maman, j'ai faim », dit Lucia depuis l'arrière. Sa voix me ramena à la réalité. Je devais être forte. Je devais être la mère qu'elle méritait. « Je sais, ma princesse. On va aller dans un endroit spécial. Un endroit de princesse. » Je tournai le volant et me dirigeai vers le centre-ville, vers l'hôtel Ritz-Carlton. Quand j'arrivai à l'entrée principale avec ma vieille voiture qui crachait une fumée grise, le voiturier s'approcha avec un regard hésitant. Il avait l'habitude de recevoir des Ferrari et des Mercedes, pas une Toyota de 2005 avec une bosse sur la portière. « Mademoiselle, je crois que vous vous êtes trompée d'entrée. Les livraisons sont par l'arrière », commença le jeune homme. Je baissai la vitre. « Ce n'est pas une livraison. Je viens loger ici », dis-je en lui tendant ma carte noire en titane. Pas la carte de débit que j'utilisais devant ma famille, la vraie. Le garçon regarda la carte, puis moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Il vit le nom gravé, vit le symbole de la banque privée la plus exclusive du monde. Son attitude changea en une fraction de seconde. « Toutes mes excuses, Madame Castillo. Permettez-moi. » Il fit des gestes frénétiques à 2 autres employés. « Prenez soin de cette voiture comme si c'était de l'or. Aidez la dame avec les bagages. » J'entrai dans le hall avec Lucia dans les bras. Le marbre brillait. Les fleurs fraîches parfumaient l'air. Le directeur de l'hôtel sortit personnellement pour m'accueillir. « Madame Castillo, c'est un honneur de vous recevoir à nouveau. Nous avons préparé la suite présidentielle comme vous l'aimez, et l'équipe médicale de secours est prête pour la petite, comme indiqué dans vos protocoles. » Merci, Roberto. Nous voulons juste nous reposer et du service en chambre. Tout ce qui contient du chocolat. Pendant que nous montions dans l'ascenseur en verre, avec la ville illuminée sous nos pieds, mon esprit retourna 4 ans en arrière. Je n'ai pas toujours été cette femme sûre d'elle avec une carte noire dans la poche. Il y a 4 ans, ma vie était un enfer. J'étais enceinte de Lucia quand les médecins détectèrent sa maladie. Mon mari Diego, l'homme qui avait juré de m'aimer dans la santé et dans la maladie, fit ses valises le jour même du diagnostic. « Je n'ai pas signé pour ça, Isabella », me dit-il en rangeant ses chemises. « Je veux un enfant normal, un enfant avec qui je peux jouer au foot, pas un fardeau médical à vie. Si tu la gardes, tu seras seule. » Et il me laissa seule, enceinte de 7 mois, le cœur brisé. Je suis allé chez mes parents chercher refuge, chercher du réconfort. Je me souviens être assise sur ce même canapé en cuir où ils s'étaient moqués de moi ce soir-là. « Papa, maman, Diego est parti. J'ai besoin d'aide. Le traitement du bébé sera cher, suppliai-je. » Mon père ne leva même pas les yeux de son journal financier. « On t'avait prévenu, Isabella. Ce garçon n'avait pas de classe. Et maintenant tu veux mettre au monde une enfant malade. Nous traversons une restructuration de liquidité. » C'était sa façon élégante de dire qu'ils avaient trop dépensé en voyage et dans la nouvelle voiture de Camilla. Nous n'avons pas d'argent à jeter dans des causes perdues.
Cause perdue, demandai-je en touchant mon ventre. C'est votre petite fille. C'est ta responsabilité, dit ma mère. Si tu décides de la voir, assume les conséquences. Ne t'attends pas à ce que nous vendions nos actions pour payer des hôpitaux. Cette nuit-là, je sortis de chez eux et je me promis de ne plus jamais leur demander un centime. Je déménageai dans un petit appartement d'une chambre dans le quartier le moins cher de la ville. Les murs étaient fins comme du papier. On entendait les voisins se disputer. Je dormais sur un matelas par terre, mais j'avais un vieux ordinateur portable et un cerveau qui tournait à 1000 à l'heure. Je suis ingénieur en données. Pendant que mon ventre grossissait, je passais mes nuits à programmer. Je savais que le système de santé était cassé, que les assurances refusaient des paiements à cause d'algorithmes obsolètes. Alors j'ai créé quelque chose de nouveau. Un algorithme d'intelligence artificielle capable d'optimiser les coûts hospitaliers et de prédire des diagnostics complexes, pour économiser des millions aux cliniques et sauver des vies. Je travaillais 20 heures par jour. Quand Lucia est née et a passé ses 3 premiers mois en soins intensifs, je programmais assise sur une chaise en plastique à côté de son incubateur, avec le bruit des moniteurs comme seule musique. Je mangeais des nouilles instantanées. J'ai vendu mes vêtements, mes bijoux, tout. Et puis, quelque chose s'est produit. Il y a 3 ans, un géant pharmaceutique a vu mon logiciel. Ils ont vu le potentiel. Ils m'ont proposé d'acheter le brevet et l'entreprise. 200 millions de dollars. Je me souviens du jour où l'argent est arrivé sur mon compte. J'étais dans ma petite cuisine en train de chauffer du lait pour Lucia. Mon téléphone vibra avec la notification de la banque. Je comptais les zéros. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je m'effondrais sur le sol et je pleurais. Pas de joie. De soulagement. Ma fille allait vivre. Ma fille allait avoir le meilleur. Pourquoi je ne l'ai pas dit à ma famille? J'ai failli le faire. Je suis allé chez eux avec une bouteille de champagne bon marché, prête à célébrer. Mais en arrivant, j'entendis ma mère parler au téléphone avec tante Rosa. Pauvre Isabella, disait-elle en riant. C'est une ratée. Elle vit dans la misère avec cet enfant. Heureusement que Camilla, elle, a de l'avenir. Isabella a toujours été le mouton noir. La déception. J'espère qu'elle ne viendra pas demander de l'argent, parce que ça me dégoûte de la voir comme ça. Je restais figé à la porte. Dégoûte. Ce mot s'est planté dans mon âme. Je compris alors que si je leur disais que j'avais de l'argent, ils m'aimeraient, mais ils aimeraient mon argent, pas moi. Ils aimeraient ce que je pouvais leur acheter, pas leur fille ni leur petite fille. Alors j'ai pris une décision. J'ai créé une fiducie familiale anonyme. J'ai engagé un avocat pour contacter mes parents et leur dire que de vieux investissements de mon grand-père avaient enfin porté leurs fruits. J'ai commencé à payer leurs factures médicales, leurs hypothèques, leurs luxes, tout, dans l'ombre. Je voulais voir si, leurs besoins couverts, ils pouvaient devenir gentils. Je voulais voir si, sans le stress de l'argent, ils pourraient aimer Lucia. Je leur ai donné 4 ans. 4 ans d'occasion. Et ce soir-là, au dîner de Thanksgiving, ils m'ont donné leur réponse définitive. Déjà installé dans la suite de l'hôtel, je sortis un petit carnet de mon sac. Je l'appelais « le carnet de l'espoir ». J'y notais chaque centime dépensé pour eux. J'ouvris le carnet et commençai à rayer. Adieu les soins de spa de maman. Rayé. Adieu les clubs de golf en titane de papa. Rayé. Adieu l'assurance auto de Mathéo. Rayé. Adieu les injections de collagène de tante Rosa. Rayé. Chaque ligne rayée était un lien coupé. Je ne ressentais pas de rancune. Je ressentais une clarté totale. Maman, regarde, cria Lucia. Elle était sur le grand lit, entourée de fraises au chocolat que le service en chambre venait d'apporter. Elle paraissait si petite dans ce lit immense, mais tellement heureuse. Tu aimes, mon amour? C'est comme un vrai château. On peut rester ici pour toujours? Je la pris dans mes bras. Pas ici, ma vie. Demain, on va chercher notre propre château. Un endroit où personne ne te regardera de travers. Où tu seras la princesse que tu es. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. C'était un message de mon avocate, Sophia. Isabella, je viens de recevoir les notifications des banques. Les coupures de service commenceront lundi à 9 h. Es-tu sûr de vouloir lancer la saisie immobilière? Je regardais Lucia, la bouche tachée de chocolat,
heureuse et inconsciente de la cruauté de son propre sang. Je répondis. Lance tout, Sophia. Sans pitié. Qu'ils apprennent ce que coûte la vraie vie. J'éteignis le téléphone. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 4 ans, je dormis sans rêver de facture ni de mépris. Je dormis avec la paix de quelqu'un qui a enfin lâché un fardeau mortel. Le week-end passa dans une bulle de bonheur. Lucia et moi regardions des films, commandions des pizzas en chambre, nagions dans la piscine chauffée de l'hôtel. Je n'allumai pas une seule fois mon téléphone personnel. Je savais qu'il exploserait de messages de haine, de panique et de confusion. Et j'avais raison. Le lundi matin arriva sous un ciel gris, annonçant la tempête qui se déchaînait ailleurs en ville. Pendant que je savourais un latte mousseux, ma famille se réveillait face à sa nouvelle réalité. Je n'étais pas là pour le voir, mais Sophia et mes contacts en ville me racontèrent tout après. Et croyez-moi, c'était un spectacle. À 9h pile, ma mère, Elena, entra dans la pharmacie centrale, une de ces pharmacies luxueuses où l'on te sert pendant que tu attends tes médicaments importés. Elle avait besoin de sa crème spéciale pour l'arthrite et de pilules pour la tension qui coûtaient $400 la boîte. Elle s'approcha du comptoir avec son air hautain habituel. Comme d'habitude, Roberto. Mets-le sur le compte familial, dit-elle sans même sortir son portefeuille. Le pharmacien, un homme qu'il avait toujours traité comme une reine, ne sourit pas cette fois. Il regarda son écran, fronça les sourcils et tapa plusieurs fois. Madame Castillo, il y a un problème, dit-il à voix basse pour ne pas l'humilier devant les autres clients. Quel problème? Ne soyez pas ridicule. Le compte a été bloqué. Le garant a retiré l'autorisation de paiement et la carte enregistrée vient d'être refusée. Ma mère lâcha un rire nerveux. L'impossible. Ça doit être une erreur du système. Réessayez. J'ai essayé 3 fois, Doña Elena. Il est indiqué au fond insuffisant et autorisation révoquée par le titulaire. Le total est de $400. Voulez-vous payer en espèces ou avec une autre carte? Ma mère devint rouge comme une tomate. Elle fouilla dans son sac Louis Vuitton, mais comme toujours, elle n'avait pas de liquide, et ses cartes personnelles étaient au plafond après les dépenses du dîner. C'est un outrage. Je vais appeler mon mari, cria-t-elle pendant que les gens dans la file commençaient à murmurer. Désolé, madame. Sans paiement, pas de médicaments. Suivant, s'il vous plaît, dit le pharmacien, excédé. Ma mère sortit de la pharmacie tremblante de rage et de honte, composant le numéro de mon père. Mais mon père, Ricardo, avait ses propres problèmes. À la même heure, il était dans son club privé, essayant de payer la cotisation trimestrielle pour accéder au parcours de golf avec ses partenaires. Monsieur Castillo, dit le directeur du club, j'ai le regret de vous informer que votre adhésion a été temporairement suspendue. Le prélèvement automatique a été rejeté ce matin. Comment ça, rejeté, rugit mon père. Je suis Ricardo Castillo. Je possède la moitié de la ville. Vous possédiez, monsieur, corrigea doucement le directeur. Selon nos dossiers, les propriétés que vous pensiez être à votre nom appartiennent à une fiducie qui a cessé de payer les frais. Je dois vous demander de quitter les lieux. Vous dérangez les membres solvables. Mon père fut escorté vers la sortie par 2 agents de sécurité sous les regards stupéfaits de ses amis millionnaires. Mais le meilleur arriva à Camilla. Ma sœur avait décidé d'aller prendre le petit déjeuner avec ses amies influenceuses dans un café branché. Elle avait garé son Porsche Macan juste devant, en zone VIP, pour que tout le monde le voie. Elle enregistrait une story pour Instagram. Et ici, on commence la semaine avec des ondes positives et beaucoup de succès, disait-elle en faisant la moue. Soudain, une énorme dépanneuse s'arrêta devant le café. 2 hommes en gilet orange descendirent et commencèrent à accrocher le Porsche. Camilla laissa tomber son café glacé et sortit en courant, hurlant. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma voiture. Lâchez mon bébé. L'un des hommes, avec un clipboard à la main, resta calme. Vous êtes Camilla Castillo? Oui. Et je vais vous poursuivre. Vous savez qui je suis? Mademoiselle, ce véhicule appartient à la société de leasing Luxe Auto. Le contrat a été résilié ce matin par le payeur principal. Nous avons ordre de récupération immédiate. Quoi? Mon père paie cette voiture, cria Camilla. D'après nos documents, le payeur est une fiducie.
Le paiement a été coupé et vous avez aussi 3 mois d'amendes impayées couvertes auparavant par cette fiducie. Si vous voulez récupérer le véhicule, vous devez payer 15 000 $ maintenant. Camilla resta muette. Ses amis, celle qu'il appelait toujours Reine et EDS dans les commentaires, filmaient la scène en riant discrètement. Ne prenez pas ma voiture, j'ai une séance photo, supplia Camilla en s'accrochant à la portière. L'homme activa simplement la grue. Le Porsche s'éleva dans les airs, emportant avec lui son statut et son orgueil. Camilla resta sur le trottoir, le mascara coulant, pendant que les passants la regardaient avec pitié ou moquerie. Vers midi, la famille Castillo se réunit dans le manoir. C'était le chaos total. Maman pleurait sur le canapé. Papa faisait les 100 pas, le visage rouge, en criant au téléphone. Camilla entra furieuse, le maquillage complètement détruit. « Papa, ils m'ont pris la voiture. » C'était horrible. « Tu dois arranger ça, » cria Camilla. « Tais-toi, Camilla, » rugit mon père. « On m'a viré du club et je viens de recevoir un mail de la banque disant que l'hypothèque de cette maison a 3 mois de retard et que l'investisseur s'est retiré. Ils vont nous prendre la maison dans 30 jours. » « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda Matteo, qui venait de se lever et descendait les escaliers en pyjama. « Ma carte de crédit ne marche plus. J'ai essayé de commander à manger et elle a été refusée. » Ils se regardèrent tous. La confusion régnait. Dans leur esprit, l'argent existait simplement, comme l'air. Ils n'imaginaient pas que quelqu'un devait le gagner, ou pire, que quelqu'un le leur donnait. « C'est Isabella » dit soudain ma mère. Sa voix était un murmure venimeux. Ce message qu'elle a envoyé disait qu'elle annulait les paiements. « S'il te plaît, Elena » se moqua mon père. « Isabella n'a même pas de quoi s'acheter des chaussures neuves. Comment pourrait-elle payer ma clinique cardiaque à plusieurs milliers de dollars ? C'est sûrement une coïncidence. » Mais elle l'a dit, insista maman, avec doute. Cette ingrate voulait juste nous faire peur. Elle a sûrement appris que papa avait des problèmes financiers et elle a voulu se rendre importante, ajouta Camilla. Je la déteste. À cause d'elle, on a de mauvaises énergies. Il faut l'appeler, dit Matteo. Qu'elle vienne nous expliquer ce qu'elle sait. Et si elle a un peu d'argent de la pension d'invalidité de la petite, qu'elle nous le prête. C'est le minimum après avoir gâché le dîner. Ils m'appelèrent 1 fois, 2 fois, 10 fois. Moi, j'étais au spa de l'hôtel, en train de recevoir un massage aux pierres chaudes, pendant que Lucia jouait avec une nounou certifiée dans la salle de jeu. Je voyais les appels arriver sur mon téléphone secondaire, celui qu'ils avaient. Maman. Papa. Camilla la sorcière. Matteo l'inutile. Je laissais sonner. Je laissais leur désespoir grandir. Je voulais qu'ils transpirent. Je voulais qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'un jour, l'angoisse que j'avais ressentie quand je n'avais pas d'argent pour acheter du lait à ma fille. Mais je savais que ce n'était que le début. La vraie bataille allait arriver, et j'avais une arme secrète qu'ils n'imaginaient même pas. Le mardi, le désespoir de ma famille passa de la confusion à la colère. Comme je ne répondais pas, ils firent ce qu'ils faisaient toujours, envoyer quelqu'un pour intimider. Matteo. Mon frère aîné. L'exécuteur de papa. Grand, bruyant, avec cette arrogance de quelqu'un qui n'a jamais vraiment travaillé de sa vie. Il localisa ma position. Ce ne fut pas difficile. Je ne me cachais pas. Ma vieille voiture était encore garée à l'entrée du Ritz-Carlton, une tache de rouille parmi les limousines, même si je ne l'utilisais plus. Moi, j'étais dans le hall de l'hôtel, en réunion avec Sophia, mon avocate et ma meilleure amie. Sophia est la seule personne au monde, en dehors de mon équipe financière, qui connaît la vérité sur ma fortune. Isabella, j'ai déjà préparé les documents, dit Sophia en me tendant une chemise en cuir. La plainte pour diffamation est prête si on en a besoin. Et l'ordonnance restrictive aussi. Mais, tu es sûr de vouloir faire ça ? Ce sont tes parents. Je soupirai en buvant une gorgée de thé vert. Ce ne sont pas mes parents, Sophia. Ce sont mes créanciers émotionnels, et la dette est payée. À ce moment-là, je vis Matteo entrer. Il était furieux, marchait lourdement, poussant un bouton qui se trouvait sur son chemin. Il portait les mêmes vêtements froissés que la veille. Il transpirait. Il était désespéré. Il me vit assise sur un fauteuil en velours, puis s'arrêta. Il cligna des yeux. Je ne portais plus mes jeans usés ni mon gros pull. Je portais un tailleur Armani couleur crème, sur mesure,
qui coûtait plus cher que sa fausse Rolex. Mes cheveux, d'habitude attachés en queue de cheval, étaient lâchés, brillants, coiffés par des professionnels. À mon poignet brillait une montre Patek Philippe discrète, mais extrêmement chère. Matteo s'approcha, perdu. « Isabella » demanda-t-il comme s'il n'était pas sûr. « Bonjour, Matteo » dis-je sans me lever. Ma voix était calme, froide. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça ? À qui sont ces vêtements ? Tu les as volés ?» Son cerveau n'arrivait pas à comprendre. « Écoute, je n'ai pas le temps pour tes jeux. Papa est furieux. Tu dois venir à la maison maintenant et signer des papiers pour la banque. Ils ont besoin d'une garantie, et tu es la seule qui n'est pas encore sur liste noire. » Non, dis-je. Comment ça, non ? Matteo se pencha vers moi, essayant de m'intimider avec sa taille, comme quand nous étions enfants. Écoute, idiote, je ne sais pas ce que tu as fait avec les comptes de maman, mais tu vas arranger ça et tu vas nous prêter l'argent que tu caches sûrement de la pension de Lucia. Cette gamine nous doit la vie pour l'avoir supportée. Sofia se tendit à côté de moi, prête à intervenir, mais je lui fis signe d'attendre. Assieds-toi, Matteo, ordonnai-je. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Matteo, surpris par mon ton, s'assit sur le bord du fauteuil en face de moi. Regarde, dis-je en sortant une grosse enveloppe de mon sac. Voilà ce que tu demandais. Les yeux de Matteo brillèrent de cupidité. Je savais que tu allais comprendre. Combien il y a là-dedans ? 10 000 ? 20 000 ? Il attrapa l'enveloppe et l'ouvrit avec avidité. Mais au lieu de billets, il en sortit une pile de papier. C'est quoi, ça ? Demanda-t-il. Ce sont les factures, répondis-je calmement. Les factures de ton université privée que tu n'as jamais terminée et que j'ai payées. Les factures de tes 3 startups ratées que j'ai financées en secret. Les factures de tes dettes de jeu. Au total, tu me dois personnellement environ 50 000 $. Matteo devint pâle. Tu n'as pas cet argent. Tu es folle. À ce moment-là, le docteur Adrian Villalobos passa dans le hall. Le cardiologue le plus célèbre du pays. Le médecin personnel de mon père. Et l'homme à qui je payais les honoraires. Le docteur me vit, s'arrêta, ôta son chapeau et s'approcha avec respect. « Madame Castillo » dit-il avec admiration. « Quel plaisir de vous voir. Je voulais vous informer que le nouveau pavillon pédiatrique financé par votre fondation est presque terminé. C'est un miracle ce que vous faites pour ce pays. » Matteo regarda le médecin, puis moi, la bouche ouverte. Le docteur ignora totalement Matteo, le prenant pour un employé, et continua son chemin. « Fondation. Madame Castillo. » balbutia Matteo. « Qu'est-ce qui se passe, Isabella ? Tu t'es mariée avec un narco ? Tu es la maîtresse d'un vieux riche ? Dis-le-moi. » Je me levai. Sofia se leva aussi. « Rentre chez toi, Matteo. Dis à papa et maman que je les appellerai ce soir à 20 h. Qu'ils mettent le téléphone en haut-parleur. Et dis-leur que ce sera le dernier appel qu'ils recevront de moi. Mais l'argent, la maison. » balbutia Matteo, tremblant. « L'argent est fini pour vous. Maintenant, sors de mon hôtel avant que j'appelle la sécurité. » Matteo se leva en trébuchant. Il me regarda avec un mélange de peur et de haine, puis sortit en courant de l'hôtel comme un rat affolé. Je me tournai vers Sofia. « Mais tu crois qu'il a compris ?» demanda-t-elle. « Non, répondis-je. Il est trop stupide et arrogant. Il pense que je suis la maîtresse de quelqu'un. Ils ne peuvent pas imaginer que la femme qu'ils méprisaient soit la source de leur pouvoir. »« Bien, » dit Sofia en regardant sa tablette. « Le nouveau véhicule est prêt. » Nous sortîmes vers le parking privé. Là, brillant sous le soleil de l'après-midi, se trouvait ma nouvelle acquisition. Pas une voiture sportive frivole comme celle de Camilla, mais un Volvo XC90 noir, blindé, avec les systèmes de sécurité les plus avancés du monde. Un tank élégant pour protéger mon trésor le plus précieux. Je m'assis au volant. L'odeur du cuir neuf était enivrante. « Ce soir, tout se termine, Sofia, dis-je. »« Non, » répondit-elle. « Ce soir, ta vie commence. » Elle avait raison. Mais avant de commencer ma nouvelle vie, je devais enterrer mon passé, et l'enterrement aurait lieu à 20 h, par appel téléphonique.
À 19h59, j'étais assise dans le salon de la suite présidentielle. Lucia dormait dans la chambre à côté, inconsciente de la guerre qui allait éclater. Sofia était à mes côtés, avec un enregistreur allumé au cas où nous aurions besoin de preuves légales. Mon téléphone était posé sur la table en verre comme une bombe à retardement. À 20h pile, le téléphone sonna. Je répondis et mis le haut-parleur. Isabella, c'était la voix de ma mère. Elle était aiguë, hystérique. Réponds. Nous sommes tous là. Bonsoir, maman, dis-je. Ma voix ne tremblait pas. Mon pouls était calme. Qu'est-ce que tu as dit à Matteo, cria mon père au fond. C'est quoi cette histoire comme quoi tu aurais payé mes dettes? Arrête de mentir. Tu as sûrement volé quelqu'un ou tu t'es mise dans des problèmes, et maintenant tu veux nous entraîner avec toi. L'écoutez bien, dis-je. Je ne vais le dire qu'une seule fois. Ne fais pas ta maligne, intervint Camilla, la voix pleine de venin. L'espèce d'égoïste. On m'a pris ma voiture. Mes amis se moquent de moi. Tu dois arranger ça tout de suite, sinon je vais aller à la police dire que tu blanchis de l'argent. Je souris. Une tristesse calme. Blanchir de l'argent, Camilla? Non. Moi, je crée de l'argent. Propre. Légal. Un mensonge, cria Matteo. Tu es une ratée. Tu l'as toujours été. Ce trou où je vivais était un choix, dis-je en haussant un peu la voix pour les couvrir tous. J'y vivais pour économiser chaque centime. Pour payer l'opération du cœur de papa il y a 3 ans. 150 000 $. Pour payer le traitement de maman. Pour payer cette maison dans laquelle vous êtes debout et que vous ne pouvez même pas garder un mois sans moi. Mais tu n'as pas cet argent, dit mon père. Sa voix vacilla pour la première fois. J'en ai beaucoup plus, papa. Je fis une pause. Le silence devint lourd. L'entreprise que j'ai fondée pendant que vous vous moquiez de moi. Meditech. J'ai développé un logiciel d'analyse de données médicales. Il y a 3 ans, j'ai vendu cette entreprise à un groupe suisse. Vendu? Murmura ma mère. Pour 200 millions de $. Le silence fut total. Absolu. On entendait leur respiration coupée. 200 millions, bégaya Matteo. Oui. 200 millions. Net. Mon Dieu, souffla ma mère. Et soudain, son ton changea complètement. De la haine, elle passa à une douceur fausse et écœurante. Ma fille, mon Isabella, je savais que tu étais brillante. Ricardo, je te l'ai toujours dit. Isabella a un don spécial. Non, maman, répondis-je froidement. Tu disais que j'étais une honte. Tu disais que Lucia était une erreur. Ma chérie, c'était le stress, se pressa de dire mon père avec sa voix de vendeur. On était inquiet. Mais maintenant, tout change. On est une famille. On doit rester unis. Imagine ce qu'on peut faire avec cet argent. On peut récupérer le club, acheter une meilleure maison, investir dans le projet de Matteo. Les Lucia a besoin des meilleurs médecins, ajouta tante Rosa, sûrement à l'écoute. Nous pouvons nous en occuper. Tu dois te reposer. Reviens à la maison. On fera une fête en ton honneur. Les entendre ramper, les voir changer de visage si vite, fut la confirmation finale. Il ne m'aimait pas. Il n'aimerait jamais que l'argent. Vous avez raison, dis-je. Lucia aura les meilleurs médecins. D'ailleurs, nous déménageons demain. J'ai acheté le Penthouse des Tours Diamants, près de l'hôpital spécialisé. Parfait, cria Camilla. Je peux vivre avec vous. Je t'aiderai à décorer. Tu n'as pas compris, Camilla, dis-je, ma voix devenant dure comme l'acier. Nous déménageons. Lucia et moi. Et nous, demanda mon père. Vous allez apprendre à vivre avec vos propres moyens. Isabella, tu ne peux pas nous faire ça, cria ma mère. Nous sommes tes parents. Tu nous dois du respect. La Bible ne dit pas de traiter sa petite fille comme un déchet, explosai-je en frappant la table. Vous l'avez appelé un problème esthétique. Vous avez dit qu'elle ruinait votre image. Maintenant, votre image, c'est celle de débiteur en faillite. Et moi, je contrôle l'image. On va te poursuivre, menaça Matteo. Droit des grands-parents. Pension familiale.
L'essai, dit Sofia en s'approchant du téléphone. Je suis Sofia, l'avocate d'Isabla. J'ai des enregistrements de vos appels abusifs. J'ai les preuves qu'Isabla vous a donné plus d'1 million de dollars en 4 ans. Si vous attaquez, nous contre-attaquerons pour extorsion et abus émotionnels. Le silence tomba de nouveau. Cette fois, c'était la défaite. Papa, dis-je plus doucement pour le coup final. Tu disais que tu ne voulais pas que le nom Castillo soit associé à la charité. J'ai respecté ton souhait. Vous ne recevrez plus jamais ma charité. Isabla, s'il te plaît. Sanglota mon père. C'était la première fois que je l'entendais pleurer. Pas pour moi. Pour sa vie de luxe perdue. J'ai peur. Mon cœur. Va à l'hôpital public, papa. Il y a de bons médecins. J'ai commencé là-bas avec Lucia. Si elle a survécu, toi aussi. Isabla. Murmura ma mère. Adieu, famille. Gérez votre image maintenant. Je raccrochai. Je restais immobile, regardant le téléphone. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, de la douleur. Mais je ne ressentis qu'une liberté immense. Je regardais Sofia. Elle souriait, les larmes aux yeux. « Tu as été incroyable, dit-elle. Non, répondis-je en regardant les lumières de la ville. J'ai juste été juste. Ce fut le moment qui changea tout, celui où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie et remis à leur place ceux qui m'avaient fait du mal. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'ici. Tu es incroyable. S'il te plaît, mets un j'aime à cette vidéo et écris le chiffre 1 dans les commentaires si tu es avec moi dans cette décision. Cela aide non seulement cette histoire à atteindre plus de femmes et à leur donner de la force, mais ça me confirme aussi que ce que j'ai vécu a un sens pour quelqu'un d'autre. Ton soutien est le moteur qui me permet de continuer à raconter ce qui s'est passé ensuite, parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les jours suivants furent un mélange de chaos lointain et de paix proche. Pendant que j'organisais notre déménagement vers le nouveau Penthouse et que j'engageais le meilleur neurochirurgien d'Europe pour évaluer Lucia, mon ancienne famille s'effondrait en temps réel. Je n'avais rien d'autre à faire. La gravité faisait son travail. Le mercredi, je reçus une notification m'informant que mon père avait été admis aux urgences. Une crise d'angine de poitrine. Le stress des dettes et la honte publique avaient été trop forts pour son cœur. Pendant une seconde, mon ancien réflexe de fille sauveuse se réveilla. Je dois y aller. Je dois payer. C'est mon père. Puis je regardai Lucia. Elle était à sa première séance de thérapie physique privée. Elle riait. Elle était heureuse. Si je retournais dans ce puits, je l'y entraînerais avec moi. J'envoyais Sofia à l'hôpital. Pas avec un chèque, mais avec un contrat. Le contrat était simple. J'achèterais le manoir des Castillo à la banque avant la saisie, sauvant ainsi ce qu'il restait de patrimoine. En échange, mes parents accepteraient de déménager dans un petit appartement modeste mais digne, situé en périphérie, propriété de mon entreprise, et signeraient une ordonnance d'éloignement irrévocable envers moi et Lucia. Sofia me raconta la scène à l'hôpital. Mon père était sur un brancard, dans le couloir des urgences de l'hôpital public, parce qu'il n'avait plus d'assurance privée. Ma mère était assise sur une chaise en plastique, se ventilant avec un vieux magazine. Camilla et Matteo n'étaient même pas là. Ils étaient à la maison, essayant de vendre les meubles et les bijoux de maman avant que la banque ne les saisisse. Quand Sofia leur lut le contrat, ma mère explosa. Un appartement de 2 chambres? C'est minuscule. Nous avons besoin d'espace. Et en plus, c'est dans un quartier de classe moyenne. C'est ça ou la rue, Madame Castillo, répondit Sofia calmement. Isabla n'a aucune obligation légale de vous donner quoi que ce soit. Elle le fait par pitié. Ce mot, pitié, frappa l'orgueil de ma mère plus fort qu'une gifle. Mais ils signèrent. Les mains tremblantes. Avec des larmes d'impuissance. Ils signèrent. Ils renoncèrent à leur petite fille et à leur fille en échange d'un toit sûr. Ils vendirent leur fierté pour survivre. La famille se brisa de l'intérieur. J'appris que Camilla accusa mes parents d'avoir mal géré l'argent. Il y eut des cris. Des disputes. Matteo tenta de voler la voiture de papa pour la vendre et s'enfuir, mais il fut arrêté à 2 rues de là. C'était un spectacle triste. Mais ce n'était plus mon spectacle. Le jour du déménagement final,
je conduisis mon Volvo blindé jusqu'au Tour Diamant. Sécurité 24 heures sur 24. Concierge. Infirmerie dans l'immeuble. Nous entrâmes dans l'appartement. Tout était lumière. De grandes baies vitrées. De l'espace pour que Lucia puisse se déplacer avec son déambulateur sans heurter de vieux meubles. Ce soir-là, je pris Lucia sur mes genoux devant la fenêtre. « Tu vois toutes ces lumières, mon amour ?»« Oui, maman. Elles sont jolies. Le monde est grand, Lucia. Il y a des gens mauvais, mais il y a aussi des gens bons. Et nous avons l'une l'autre. Plus personne ne te cachera jamais. Maman, on ne va plus voir tante Camille ? Non, mon amour. Tante Camille doit apprendre beaucoup de choses sur ce que veut dire être une bonne personne. Peut-être qu'un jour elle apprendra. Mais en attendant, nous allons être heureux ici. » Lucia posa sa tête contre ma poitrine et soupira. « J'aime ici. Maman n'est plus triste ici. » Cette phrase me brisa et me reconstruisit en même temps. Elle le savait. Elle ressentait ma tristesse avant, même quand je souriais. En me libérant, je l'avais libérée elle aussi. Mon téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Isabla, c'est maman. S'il te plaît, envoie-nous juste un peu plus pour les meubles. Le canapé du nouvel appartement est très dur. Ton père n'arrive pas à dormir. » Je regardais le message. Je repensais au canapé en cuir où il m'avait dit que ma fille était une erreur. Je bloquai le numéro. Je me servis un verre de vin, le meilleur que l'argent puisse acheter, et je trinquai avec mon reflet dans la vitre. « À la nouvelle image de la famille Castillo, dis-je à voix haute. Une famille de deux. Mais une vraie famille. J'avais gagné bien plus que de l'argent. J'avais retrouvé ma dignité. Et j'étais prête à construire un empire sur les ruines de mon passé. Mais ça, c'est une autre histoire. 6 mois ont passé depuis cet appel téléphonique qui a coupé le cordon ombilical toxique avec mon passé. 6 mois depuis que j'ai cessé d'être la fille invisible pour devenir la protagoniste de ma propre histoire. Et laissez-moi vous dire une chose, la liberté sent meilleur que n'importe quel parfum français. Notre vie au Tour Diamant n'est pas seulement du luxe, c'est de la guérison. Pour la première fois en 7 ans, ma fille Lucia vit dans un environnement où elle ne se sent pas coupable de respirer. Ici, dans notre sanctuaire au 40e étage, les baies vitrées du sol au plafond ne nous montrent pas seulement la ville à nos pieds, elles laissent entrer une lumière qui semble avoir nettoyé nos âmes. Mais l'argent, comme je l'ai toujours dit, n'est qu'un outil. Un marteau peut construire une maison ou fracasser un crâne, tout dépend de la personne qui le tient. J'ai utilisé mon marteau, mes 200 millions, pour briser le mur impossible qui séparait Lucia d'une vie normale. Pendant des années, les médecins locaux, ceux que ma famille adorait pour leurs titres impressionnants, m'ont dit que la condition de Lucia était permanente. Ils m'ont dit de me résigner au fauteuil roulant. Mais quand tu as des ressources illimitées, tu découvres que le mot impossible signifie souvent simplement trop cher pour l'assurance classique. J'ai utilisé mes contacts et mon argent pour faire venir le docteur Klaus, une sommité en neurochirurgie régénérative, depuis Zurich. Je ne l'ai pas fait venir seul, j'ai fait venir toute son équipe. J'ai transformé une des chambres d'amis en salle de rééducation ultramoderne. Je me souviens du matin de l'opération. Ce fut le jour le plus long de ma vie. J'étais assise dans la salle d'attente privée de l'hôpital, celle qui ressemble plus à un hôtel qu'à une clinique. Personne de mon sang n'était avec moi. Ma mère n'était pas là pour me tenir la main. Mon père n'était pas là pour me dire que tout irait bien. J'étais seul. Mais quand je regardais à côté de moi, Sophia était là, mon avocate et mon amie, tenant un chapelet. Il y avait aussi Maria, l'infirmière que j'avais engagée et qui aimait Lucia comme si c'était sa propre fille. Là elle est forte, Isabla, me dit Sophia. Là elle a ton sang de guerrière, pas le sang de lâche qu'ils ont. Quand le docteur Klaus sortit 5 heures plus tard, il retira son masque et sourit. Ce sourire valait plus que tous les millions de mon compte bancaire. La décompression a été un succès total, dit-il avec son fort accent allemand. Maintenant, tout dépend de la rééducation, mais je suis optimiste. Les mois suivants furent difficiles. Il y eut des pleurs. Il y eut des jours où Lucia voulait abandonner. Mais j'étais là. Je n'avais pas à travailler 18 heures par jour. Je n'avais pas à me demander si je pourrais payer la prochaine séance. J'étais là à chaque seconde, tenant ses jambes, l'encourageant, essuyant ses larmes. Et puis le miracle arriva.
C'était un mardi après-midi. Le soleil se couchait, baignant le salon d'une lumière dorée. J'étais sur le canapé en train de lire. Soudain, j'entendis un bruit. Pas le bourdonnement du fauteuil électrique. C'étaient des pas. Des pas lents, maladroits, mais des pas. Je levai les yeux et je vis Lucia. Elle s'était détachée des barres parallèles. Elle était debout. Elle vacillait un peu, mais elle se tenait droite par sa propre force. Ses petites jambes, qui semblaient autrefois molles comme du tissu, avaient maintenant du muscle et de la fermeté. « Maman » cria-t-elle avec un sourire qui lui fendait le visage. « Maman, regarde. Je suis grande. » Je lâchai le livre. Le temps s'arrêta. Je courus vers elle, mais je m'arrêtai juste avant, la laissant faire les 2 derniers pas seule, vers mes bras. Quand elle se jeta contre moi, nous tombâmes au sol, enlacés, riant et pleurant en même temps. « Tu l'as fait, mon amour » murmurai-je dans ses cheveux. « Tu l'as fait. » Ce jour-là, j'ai compris que chaque humiliation, chaque mépris, chaque nouille instantanée mangée pour économiser avait valu la peine pour cet instant précis. Pour célébrer sa guérison et notre nouvelle liberté, j'ai décidé qu'il était temps de sortir dans le monde sans peur. J'ai acheté une nouvelle voiture. Pas pour frimer, mais parce que je voulais ce qu'il y avait de mieux pour voyager avec elle. Une Ferrari Purosang. Un SUV puissant, solide, élégant, d'un bleu profond comme l'océan. Quand le vendeur me donna les clés, je me sentis puissante, non pas à cause de la marque, mais parce que je pouvais maintenant mettre le fauteuil roulant pliable, que nous utilisions de moins en moins, dans le coffre sans effort. Un jour, nous décidâmes d'aller au parc central de la ville. C'était une belle journée. Lucia voulait essayer ses nouvelles béquilles canadiennes sur l'herbe. Sur le chemin du retour, avec les vitres fermées et la climatisation nous protégeant de la chaleur et du bruit, le destin m'offrit un moment de clôture que je ne savais pas attendre. Le feu passa au rouge à un carrefour très fréquenté près des supermarchés discount. Je regardai par la vitre teintée. Et je les vis. À l'arrêt de bus, sous le soleil brûlant de midi, se tenaient ma mère et Camilla. Je les reconnus à peine. Ma mère, Elena, qui ne sortait jamais sans ses perles et sa coiffure de salon, portait une robe en coton froissé et les cheveux attachés à la va-vite. Elle semblait avoir pris 10 ans d'un coup. Les rides d'amertume autour de sa bouche étaient profondes. Camilla était assise à côté d'elle, regardant son téléphone avec colère. Elle portait un jean troué, pas un jean à la mode, et un t-shirt banal. Il ne restait rien de l'influenceuse glamour. Le plus triste n'était pas leurs vêtements. C'était leur langage corporel. Elles se disputaient. Je voyais ma mère gesticuler furieusement, montrant les sacs en plastique lourds à ses pieds. Je voyais Camilla lever les yeux au ciel et lui crier dessus. Il n'y avait aucune unité dans leur malheur. La pauvreté ne les avait pas rendus humbles. Elle les avait rendus cannibales. Elles se dévoraient entre elles. Lucia, depuis son siège surélevé à l'arrière, regarda aussi. « Maman, c'est mamie ?» demanda-t-elle. Sa voix n'avait plus peur. Seulement de la curiosité. Je serrai le volant en cuir. Mon cœur fit un bond. Je pouvais baisser la vitre. Je pouvais klaxonner. Je pouvais leur crier, « Regardez ce que vous avez perdu !» Je pouvais leur jeter une liasse de billets juste pour les voir se battre comme des animaux. La tentation de la vengeance était douce. Mais je regardais ma fille dans le rétroviseur. Elle était calme. En sécurité. Heureuse. Si je baissais la vitre, je laisserais entrer à nouveau l'air toxique. Si je leur criais dessus, je leur montrerais qu'elles comptaient encore pour moi. Le feu passa au vert. Ce sont des personnes que nous avons connues autrefois, mon amour, dis-je doucement. Maintenant, elles font partie du passé. Nous avançons. J'appuyai sur l'accélérateur. Le moteur de la Ferrari ronronna doucement, et nous nous éloignâmes. Je ne regardais pas dans le rétroviseur. Les laisser là, dans leur misère qu'elles avaient créée elles-mêmes, en les ignorant complètement, fut ma plus grande victoire. Elles étaient des fantômes dans ma vie. Et moi, j'étais trop occupé à vivre. Cet après-midi-là, je reçus un appel de Sofia. « Isabella, j'ai des nouvelles concernant le manoir », me dit-elle. « Que s'est-il passé ?» demandai-je en servant un jus d'orange à Lucia. « La banque a finalisé la saisie. Tes parents ont été officiellement expulsés ce matin. Ils sont déjà dans le petit appartement que tu leur as attribué.
Ils ont essayé d'emporter les lustres, mais la sécurité les a arrêtés. Bien, répondis-je. Et ils ont tout signé? Tout. Y compris la renonciation à tout droit de visite ou de réclamation sur ton patrimoine. Isabla, ton père a demandé après toi. Il a demandé si tu étais heureuse. Je fis une pause. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je ne t'avais jamais vu briller autant, et que ça n'avait rien à voir avec l'argent. Je souris. Sophia savait toujours quoi dire. Merci, mon ami. Ferme le dossier. Je ne veux plus rien savoir des Castillo. À partir d'aujourd'hui, mon nom de famille et celui de Lucia n'appartiennent qu'à nous. Nous l'avons nettoyé. La nuit tomba sur la ville. Je couchai Lucia, épuisé d'avoir tant marché et joué. Je m'assis sur la terrasse avec un verre de vin, regardant les étoiles. La tempête était passée. Les débris avaient été balayés. Sur le terrain propre de ma vie, je construisais quelque chose de beau. Pas un château de cartes basé sur les apparences, mais une forteresse basée sur la vérité. Les gens pensent souvent que la fin heureuse de cette histoire, c'est l'argent. Ils croient que j'ai gagné parce que j'ai maintenant une Ferrari et que je vis dans un Penthouse. Mais ils se trompent. Si demain je perdais chaque centime, si le marché s'effondrait et que ma fortune disparaissait, je serais toujours plus riche que ma famille, parce que j'ai quelque chose qu'ils ne pourront jamais acheter. J'ai la paix. Et j'ai l'amour inconditionnel de quelqu'un qui me voit comme son héroïne, pas comme sa banque. Cependant, avoir 200 millions de dollars implique une responsabilité. Je ne pouvais pas simplement m'asseoir à boire des cocktails pendant que d'autres femmes vivaient le même enfer que moi. 3 mois après l'opération de Lucia, j'ai inauguré la fondation Isabla et Lucia. Ce n'est pas une de ces fondations créées pour éviter les impôts, où les riches vont à des galas pour montrer leurs robes. Ce n'est pas une organisation de façade. Nous faisons 2 choses. Financer des opérations à haut risque pour des enfants atteints de maladies rares que le système ignore. Et offrir un accompagnement légal et financier aux mères célibataires victimes d'abus économiques de la part de leur famille ou de leurs ex-conjoints. Le premier jour d'ouverture, la file faisait le tour du pâté de maison. Je vis des visages que je connaissais trop bien. Je vis la peur dans leurs yeux. La même peur que j'avais quand je comptais les pièces pour prendre le bus. Je vis la honte de demander de l'aide. Je sortis moi-même les accueillir. Je n'envoyais pas une assistante. Je mis un jean, un t-shirt de la fondation, et je leur parlais. Vous n'êtes pas seul, leur dis-je en prenant le micro. Je sais ce que c'est quand on te dit que ton enfant est un fardeau. Je sais ce que c'est quand ton propre sang te tourne le dos. Mais ici, vous êtes une famille. Ce jour-là, je rencontrai Martha. Son histoire était presque identique à la mienne, sauf qu'elle ne savait pas programmer. Sa famille l'avait mise à la porte parce qu'elle avait un fils autiste. Nous avons pleuré ensemble. Puis j'ai signé le chèque pour la thérapie de son fils et je lui ai trouvé un appartement sûr. Voir la lumière revenir dans ses yeux fut mieux que n'importe quelle vente d'entreprise technologique. Voilà ma vraie vengeance. Mon succès n'est pas seulement pour moi. C'est une gifle pour chaque personne qui a dit qu'une femme seule avec un enfant malade ne valait rien. Nous prouvons que nous sommes plus fortes que n'importe quelle image familiale traditionnelle. Parfois, je pense à mes parents et à mes frères et sœurs. Je me demande si, dans leur petit appartement, en mangeant dans des assiettes bon marché, ils ont appris quelque chose. Je me demande s'ils regrettent Lucia ou seulement le confort que sa présence aurait pu leur acheter. La vérité, c'est que ça n'a pas d'importance. J'ai appris que pardonner ne signifie pas se réconcilier. J'ai pardonné à mes parents dans mon cœur, parce que porter la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Je les ai pardonnés pour me libérer moi, pas pour les absoudre eux. Mais mon pardon a une clôture électrique autour. Ils n'entreront plus jamais. Aujourd'hui, pendant que j'écris la fin de cette histoire pour vous, je suis assise dans le jardin de ma nouvelle maison de vacances. Lucia court. Oui, elle court, en poursuivant notre nouveau chiot, un golden retriever appelé Fortuna. Elle tombe, elle se râpe le genou, mais elle se relève seule, secoue la poussière et continue à courir. Elle n'est plus la petite fille fragile en fauteuil roulant. C'est une enfant libre. Et moi, je suis Isabla. Je ne suis plus la sœur pauvre. Je ne suis plus le mouton noir. Je ne suis plus la honte des Castillo. Je suis mère. Je suis survivante. Je suis l'architecte de mon propre destin. La famille, ce n'est pas le sang qui coule dans tes veines.
Le sang te rend parent. La loyauté te rend famille. L'amour te rend famille. Le respect te rend famille. Ma famille, c'est Lucia, Sophia, l'infirmière Maria, et les centaines de femmes que nous aidons chaque jour. Et d'une façon étrange, vous aussi qui m'écoutez, vous faites maintenant partie de ma famille, parce qu'en écoutant ma voix, vous validez mon existence. Le nom Castillo signifiait autrefois apparence. Aujourd'hui, grâce à nous, il signifie espoir. Et ça, mes amis, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. Amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux que vous repartiez avec plus qu'un simple drame familial. Je veux que vous repartiez avec une armure pour vos propres vies. Cette histoire nous enseigne 3 leçons dures, mais nécessaires. Les limites, c'est de l'amour-propre. Mettre des limites à une famille toxique n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. Vous n'avez aucune obligation d'entretenir ceux qui vous maltraitent, même s'ils partagent votre ADN. Votre valeur n'est pas négociable. Ne laissez jamais personne vous faire sentir inférieur à cause de votre situation, parce que vous êtes mère célibataire ou parce que votre enfant est différent. Ce sont vos médailles d'honneur, pas vos hontes. Le succès est la meilleure réponse. Ne gaspillez pas votre énergie à vous battre avec des porcs. Vous vous salissez, et le porc aime ça. Utilisez cette énergie pour construire votre vie. Que votre bonheur fasse tellement de bruit que vous n'ayez pas besoin de leur crier quoi que ce soit. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les liens avec quelqu'un que vous aimiez pour vous protéger, vous ou vos enfants? Quel a été le moment où vous avez dit « ça suffit » ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ou, si cette histoire vous a donné de la force, écrivez simplement le mot « force ». En faisant cela, vous dites à l'algorithme et au monde que les femmes fortes se soutiennent entre elles. Je lirai et mettrai un cœur à chacun de vos commentaires. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes maîtresse de votre histoire. À la prochaine.